Si je vous dis happy, évidemment, vous pensez tout de suite à joyeux, heureux. Mais là, il s'agit de happy comme apiculture. Comprendre la vie de l'abeille et son importance depuis la préhistoire et jusqu'à nos jours, c'est un sacré voyage. Là, tout de suite, un des plus grands musées de France nous ouvre ses portes en avant-première. Réaménagement, nouveautés, vous saurez tout sur le merveilleux monde des abeilles. Allez, suivez-moi. Je viens de retrouver Pascal Fouché. Bonjour Pascal, ça va bien? Bonjour Amanda, ça va très bien. Et puis il est bien accompagné. Comment elle s'appelle cette jolie jeune fille? Mia, Mia, t'as quel âge Mia? 7 ans. Voilà, ça y est, hein, la relève est là. Peut-être la succession, c'est pas, on verra. Ça, elle fera ce qu'elle voudra surtout. Alors pourquoi je parle de relève? Tout simplement parce qu'on n'est pas ici par hasard. Pascal, vous êtes apiculteur. Oui. Et ça, c'est familial en fait, c'est ce qu'on vous a transmis. C'est ça. Déjà à 3 ans, j'allais dans les ruches. Mon grand-père avait des ruches. Mon arrière-grand-père avait des ruches. Donc nous, dans la famille, ça fait depuis 1916 qu'on a des ruches dans la famille. Donc ça a commencé avec une dizaine de ruches. Après, mes grands-parents, une trentaine. Mes parents, 150. Et aujourd'hui, on tourne autour de 300 ruches. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Hein, ça grandit, ça grandit. Alors, vous êtes un voyageur, Pascal, on peut dire ça comme ça. Vous avez fait quand même pas mal de pays dans le monde pour vous former. Et oui, moi j'ai préféré le voyage à l'école parce que je suis pas très école. Mais oui, à 19 ans, j'ai pris un peu le sac à dos, comme on dit, et puis je suis parti en Australie, dans les plus grosses entreprises apicoles du monde. Donc j'ai commencé en Australie, je suis resté 6-7 mois. Après j'ai rencontré des Canadiens, donc je suis parti au Canada les voir leur apiculture, que ce soit en pollinisation sur les pommiers, sur les poiriers, sur le colza. Après on a fait de l'élevage de rennes, sur de la production, enfin différentes méthodes d'apiculture dans différents pays. J'ai rencontré 4-5 apiculteurs au Canada. Et puis après, j'étais aux Caraïbes, sur la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin. Et puis, j'ai fini mes stages, le stage 6 mois agricole qu'on doit tous faire en tant qu'agriculteur, parce qu'on est agriculteur, hein, quand on est apiculteur. Très bien, je ne savais pas ça. Et si, on est MSA. Donc on est agriculteur et je l'ai fait sur l'île d'Hawaï, Big Island, où il y a le volcan en éruption en continu. Donc c'était super magnifique et je suis resté. Ça va, c'est pas la peine de se la péter, hein, bon. Ah mais j'ai pas fait de surf, hein, j'ai fait du bodyboard, c'est tout, il n'y a pas de surf. Oh, formidable. Et donc tout ce beau parcours merveilleux pour arriver ici. Donc vous avez créé un musée, vous avez fait ça vous-même en fait, c'est incroyable. Oui c'est ça, mes parents avaient déjà dans le garage un petit musée qu'ils ont créé en 94 de mémoire, ça faisait 50 mètres carrés et on avait beaucoup de monde, des bus, des organisations, des écoles. Donc nous on est vraiment sur la pédagogie, on explique le pourquoi du comment, la vie de l'abeille et quand les gens achètent du miel, ils savent d'où ça vient, comment il a été constitué et quelle est la valeur de ce produit qu'ils consomment. Ça, c'est vraiment important qu'ils consomment un miel et qu'ils sachent d'où ça vient et comment il est constitué. Ça, c'est formidable. Alors, du coup, on est sur une surface de combien là? Le musée, il a grandi, donc, pour le coup? Et oui. Donc, nous, on a racheté, il y a maintenant 21 ans, une ancienne menuiserie où ils faisaient des manches à balai, avec des brosses à balai. Hein. C'est comme ça et c'est super, d'ailleurs, dans le secteur. Le bâtiment lui-même fait presque 1500 mètres carrés. Et dans ce bâtiment, on a conservé à peu près 500 mètres carrés de musée. Et le reste, c'est du magasin, du stockage, des labos pour conditionner le miel, des labos de stockage et puis un atelier. Donc là, actuellement, on se trouve dans la partie boutique. Voilà, c'est ça, la partie magasin dans laquelle on a deux parties. On a une partie magasin alimentaire où on trouve du miel, des produits locaux, des produits cosmétiques à base de miel, etc. Et une partie qui est pour le matériel apicole. Donc les gens qui ont 1 à 200, 300, 400 ruches, ils peuvent retrouver aussi bien de la cire, aussi bien des ruches, aussi bien des pièges à frelons, où en ce moment on est en train de piéger. On est tout ce qui est apiculture. On a tout le matériel apicole et alimentaire. Bon, bah, fantastique. Alors, on va s'attarder d'abord sur le musée, puis on reviendra dans la boutique après. Donc, je vous suis? Allez, on y va. C'est parti. Donc là, nous sommes dans le musée. Alors, je vous le rappelle, je vous l'ai dit au départ, c'est une avant-première. On vous ouvre les portes sans tout déflorer, évidemment, parce que l'idée, c'est que vous veniez découvrir cet endroit qui est génial. Et donc, il y aura une journée porte ouverte, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, comme tous les ans, depuis que mes parents ont créé le musée, le premier week-end d'avril. Donc là, cette année, avec Pâques, on a reculé, c'est le 6 et 7 avril, le samedi et le dimanche, où on aura la porte ouverte, enfin les portes ouvertes pendant 2 jours, où c'est visite gratuite du musée, il y a des animations pour les enfants, il y aura enfin, ça sera génial, il faut venir nous voir, il y a plein de choses, je ne vais pas trop en dire, c'est le 6 et 7 avril chez nous à la Hutte. Bon, formidable. Alors, et pour ceux qui ne savent pas où se trouve la Hutte, qui ne situe pas, c'est tout à côté de Fresnay-sur-Sarthe. Alors, là, nous sommes donc dans la première pièce du musée. Qu'est-ce qui se passe ici? On est à quelle époque? Alors là, on repart de l'époque, on va dire, de Cro-Magnon, de la préhistoire.
L'apiculture, c'est depuis tout temps. Depuis tout temps, il y a eu les abeilles. Donc en fait, on part vraiment de la base de la création de l'abeille il y a quelques millions d'années. Et on passe par l'Égypte ancienne. Et après, on arrive aux premières ruches en tronc d'arbre. Et puis la création des premières ruches en osier avec des bousses de vache. Voilà, on explique vraiment l'histoire de la ruche et l'histoire de l'abeille. Donc là, on démarre vraiment de la base. Donc son importance vraiment dans l'écosystème finalement. Sans abeilles aujourd'hui, il n'y aurait pas de pollinisation. Sans insectes pollinisateurs, exactement, sans papillons, sans bourdons, sans oiseaux, il n'y aura pas de pollinisateurs. Qui disent pas de pollinisateurs, pas de fleurs, pas de fruits. Donc on aurait du mal à se nourrir tout de même. Très bien. Donc là, par exemple, les ruches qui sont devant moi, il y a de la bouse dessus, c'est ça? Alors, séchée. Voilà, c'est ça. Celles qui sont plus foncées dans le fond, voilà, celle qui est au milieu avec le pic, je l'ai refaite avec mon papa, j'étais enfant, donc elle est toujours vivante, toujours là, existante. Sinon, les autres, c'est de la chaux, de la terre, du ciment, on peut mettre il y a plein de choses qui recouvrent les ruches, qui permettent une isolation été comme hiver. D'accord, mais les ruches à l'époque étaient en paille alors? Alors, sur cette période-là, on était vraiment déjà sur de la chaux, sur une bouse. Mais sur l'époque d'après, où on va voir dans l'autre pièce, où là, on aura vraiment de la paille parce qu'on a on tressait de la paille. Donc là, on est sur l'année, on va dire des années 1800, 1900. J'en ai encore vu, moi, habiter des ruches en paille. C'est ce qu'on appelle, nous, ici, le paillon. D'accord. Qu'on utilise encore pour aller chercher les essaims qui se promènent dans la nature. Nous, on utilise encore ce système de paillon pour aller les récupérer. Ah oui, donc vous faites ça de manière traditionnelle. Voilà, on récupère les essaims de manière traditionnelle pour que l'abeille soit on ne va pas les jeter dans une ruche ou les choses comme ça. Donc on fait comme ça. On voit qu'elle est une espèce de truc qui pourrait lui faire avoir une crise cardiaque ou je ne sais pas, un choc, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut prendre soin de ces animaux. C'est des animaux, donc on en prend soin. C'est comme si on avait, je sais pas, un chat, on le jetait dans une cage, quoi. Non. Là, on prend soin de nos abeilles. Donc nous, on utilise encore ce système pour des essaims qui sont en hauteur dans les arbres. Mais ce système de ruche en elle-même n'est plus utilisé puisqu'aujourd'hui, on utilise plutôt des ruches à cadre. Pour permettre de voir l'âge de la reine, si elle pond bien, si elle pond pas bien, pour que nous on puisse travailler dessus. L'inconvénient des paillons, c'est que c'est vraiment traditionnel, mais on ne peut pas observer à l'intérieur le comportement de l'abeille. Très bien. Alors, il faut quand même préciser une chose, c'est que vous faites tout vous-même, hein, vous n'avez pas d'aide, de subvention, quoi que ce soit. Donc ce musée, c'est vous qui l'avez créé de vos mains. C'est ça, exactement. Depuis donc là, 20 ans le musée, 21 ans l'entreprise, 20 ans le musée ici. On a tout fait de nous-mêmes. On a monté les petites tablettes, les étagères, le faux plafond, il a été fait cette année. Enfin, on fait tout nous-mêmes. Donc voilà, on est assez fiers du résultat. Donc il y a encore plein d'évolutions, plein de projets pour 2025, 2026, etc. là qui sont en cours. Mais déjà pour cette année, il a vraiment évolué. Donc il faut vraiment venir nous voir. Bon. Et alors là, ce qu'on a devant nous, c'est un pressoir, c'est ça? C'est quoi? Alors ce sont des pressoirs à miel, pressoirs à cire. Alors celui-ci c'est le plus vieux, il date des années 1850, 1900, même un petit peu avant. C'est des pressoirs à vis. Voilà, c'est une des plus vieilles pièces qu'on a au niveau du musée. Et l'évolution du pressoir fait qu'après c'était des pressoirs plus comme celui-ci. Là c'est plus un style pressoir à pomme, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que je pensais. Voilà. Et ce que nous avons en face, alors ce sont aussi des ruches? Alors oui, c'est des ruches, mais des landes. C'est ce qu'on appelle le bournac. Nous, on a le paillon, eux, ils ont le bournac. C'est des feuilles de châtaignier avec des liens de peuplier de mémoire et recouvertes aussi d'un torchis qui permettait qu'il fasse pas trop chaud l'été, pas trop froid. Donc la plus vieille des plus vieilles, c'est celle qui est en bas, par terre, qui a une forme un peu plus arrondie que celles-ci qui sont plus modelées, on va dire. Hein, c'est vraiment la plus vieille des plus vieilles. Donc en fait, en fonction des régions, ça change, quoi, mais le résultat est le même, en tous les cas. Le résultat est le même, c'est une forme géométrique ronde, style tronc d'arbre. L'homme, c'est, à copier sur la nature. Il y a un tronc d'arbre, donc nous on va faire des ruches en tronc d'arbre. C'est comme ça que ça a commencé, c'est pour ça que les ruches en fait elles sont rondes comme un tronc d'arbre. Puis nous après on est parti sur des ruches carrées pour nous, pour l'humain, c'est plus pratique. Pour que ce soit plus pratique pour nous en fait, comme d'habitude. Voilà. Et alors donc là devant nous par exemple, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Alors là on a représenté une scène de conditionnement de miel et comme moi j'aime bien avoir des anciens objets au niveau de l'apiculture, donc s'il y a des gens qui ont dans leur grenier des choses sur l'apiculture, surtout ne les jetez pas. Voilà, c'est un peu ça, on est prêt à les accueillir ici au musée et puis les mettre en exposition, c'est du patrimoine, faut pas l'oublier. Et les premiers pots à miel, on va dire, étaient
en carton, donc peut-être qu'on y reviendra. Ça a été des premiers pots de miel. C'était peut-être mieux pour conserver toutes les propriétés du miel, non? Peut-être, ça c'était vraiment les premiers pots. Et donc on a retrouvé donc, les pots, on a encore une collection de pots et on a aussi également la publicité qui va avec, qu'on avait dans les magazines apicoles des années 1950-1960. C'est génial. Bon, on ne va pas tout déflorer pour les téléspectateurs et téléspectatrices parce qu'il y a encore d'autres salles et d'autres surprises qui les attendent. Donc en gros, on va voyager dans quel... Ah bah oui, on va pas tout dévoiler, il faut qu'ils viennent. Hein. Donc à la porte ouverte, ou après toute l'année, on peut aussi accueillir des groupes de plus de 15 personnes sur réservation. Enfin, on s'adapte même le week-end, exceptionnellement, s'il y a un groupe de voitures, de vieilles motos. Enfin, on accueille aussi, il faut nous appeler et puis on essaie de gérer le planning. Donc voilà, il faut venir en fait. Si vous voulez tout savoir du monde merveilleux des abeilles, il faut venir découvrir ce lieu qui est absolument incroyable. On va repartir du côté de la boutique parce que moi j'ai bien envie de savoir ce qu'on fait ici quand même, ce qu'on mange. Ah oui, hein, vous êtes gourmande. Hein. Oui. Allez. Alors, nous voici côté boutique et il y a un florilège là, mais alors de produits de miel, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Donc, en priorité, donc on vend notre production. On spécifie que c'est bien nos ruches. Le miel est extrait dans la Sarthe, les Alpes-Mancelles ou le Pays saunois. On reste vraiment local. Donc, on a les classiques, miel de printemps qu'on récolte au mois de mai. Après, on a le miel d'acacia, miel des châtaigniers. On a tous ces miels-là. Miel de la forêt. Miel de la forêt qu'on récolte au mois de juillet avec du châtaignier, de la ronce et de la bruyère. Et il faut savoir que chaque miel sera différent chaque année. On n'aura jamais le même miel. Vous achetez un miel toute fleur chez nous à un temps T, vous en achetez un 6 mois plus tard. Si on a repris un autre seau ou un autre fût, on n'aura pas le même miel. Il sera plus doux, plus parfumé, plus clair, plus foncé. Nous, on ne fait pas un mélange de miel. Donc tous les miels qu'on va récolter et mettre en pot auront une structure différente. Et cette année, exceptionnellement, avec la chaleur, le temps, le climat, parce qu'on est vachement tributaire de tout ça. On a fait du miel de bruyère, on a fait du miel de sarrasin, on a fait de l'aubépine, on a fait du miel à de chêne parce qu'il a fait très chaud, et on a été pollinisé dans les oignons. Du miel d'oignon, ça existe ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, on a fait du miel de fleurs à dominance oignon, qui a un petit parfum assez sympathique en arrière-bouche, et on l'utilise beaucoup pour la cuisine, mais à manger comme ça, c'est vrai que c'est particulier, c'est pas mal. Alors, mon petit doigt m'a dit que vous étiez un grand sportif et surtout que vous aviez créé des petites choses à destination des sportifs et que vous alliez porter la flamme olympique. Bah, le petit doigt, il n'a pas eu tort. Ouais, j'ai été sélectionné pour être porteur de la flamme olympique là, cet été. Enfin, mai, juin, on n'a pas encore les dates, mais ça se rapproche. Donc je suis content, fier et je remercie le comité olympique de prendre des gens comme moi qui sont... anonyme, on va dire. Je cours un petit peu avec le club des Alpes-Mancelles à Fresnay-sur-Sarthe où il y a eu le trail il y a quelques mois. Et effectivement, pour développer un peu le monde du sport, j'ai sorti des sticks de miel. Donc, je suis un des seuls en France à faire tout de A à Z, c'est-à-dire produire le miel. J'ai la machine, donc je le conditionne et je le vends. Et on a des très très bons résultats. Et j'ai comme parrain Mohamed Serbouti sur le Mans. Oh, bah, fantastique, donc c'est énergisant, ça donne la pêche pour courir. C'est ça ? Voilà, dès qu'on a un petit coup de faiblesse, on prend, suivant la distance qu'on a à faire et suivant la personne. Chacun va le prendre différemment. Si on a un petit 10 km, on peut le prendre avant. Ou si on fait un semi-marathon, on peut le prendre au 12e ou au 15e kilomètre. Ça va donner un coup de boost et on a des super résultats sur la récupération après course. Bon, bah, fantastique. Alors juste, on rappelle les horaires d'ouverture. Et donc le jour où les portes ouvertes et puis les horaires d'ouverture ensuite. Voilà, alors la porte ouverte c'est très important, c'est le 6 et 7 avril de 2024, donc cette année, où il y aura plein d'animations pendant 2 jours. Sinon notre boutique à la Hutte reste ouverte toute l'année, du mardi au samedi. On ferme simplement les 2 premières semaines d'août et de janvier, mais sinon toute l'année, la boutique en elle-même reste ouverte. Donc les gens, à quelle heure ? De 9h à midi et de 14h30 à 18h30. Donc toute l'année, on peut retrouver les produits locaux, des producteurs locaux ici agricoles et notre production. Bon, bah, fantastique. Je suis désolée, mais on doit déjà vous quitter. On va tout à côté, on va à Fresnay-sur-Sarthe maintenant. Oh bah oui, c'est pas loin. Bon, bah, génial, merci. Merci à vous.